Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et rassurez-vous, ce soir, je serai plus bref que de coutume. Dans les évaluations très positives qui ont été faites à propos des conférences précédentes, on m'a suggéré d'être plus bref. Je vais simplement vous rappeler ce que disait Jean Covici dans la première conférence, qui nous a inquiétés, et Bertrand Badret, qui ensuite nous a donné une certaine inquiétude aussi, mais qui nous a aussi donné quelques sentiers, les 12 propositions, pour essayer de retrouver la confiance dans les difficultés et dans les challenges que nous avons aujourd'hui. Avant de parler dans 3 semaines, on va avoir Alexandra Roulet, ma collègue, qui parlera de l'emploi et du travail. Et vous verrez que c'est lié à ce que disait Jean Covici, à ce que disait Badret, et à ce que va nous dire ce soir notre conférencier. Nous allons partir de la technologie, nous allons partir de l'observation des GAFAM. Vous savez, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et puis les GAFAM chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et de voir comment ces géants, en fait, ces titans, dont nous critiquons l'immense pouvoir, mais en fait, nous apprécions leur utilisation quasi quotidienne. On les critique, mais en même temps, on les utilise abondamment. Au-delà du Covid, dont l'orchestre des médias nous abasourdit, nous sommes étourdis par le bruit, le brouhaha, le tumulte des évolutions de la technologie. La digitalisation nous envahit, la robotisation nous menace d'inutilité. Les algorithmes font de nous une ressource à exploiter. L'intelligence artificielle nous transforme en donneurs d'ordre, tandis que les transhumanismes nous promettent l'éternité. Dans ce contexte, où va-t-on? Quel monde préparons-nous pour nos enfants qui sont inquiets, pour nos petits-enfants qui n'ont pas encore à composer avec le poids de l'inquiétude? J'ai trouvé des réponses à ces questions en la personne du conférencier de ce soir. Charles-Édouard Bouet, esprit curieux des transformations de la planète, observateur attentif de la technologie, de son évolution, de son transfert, familier de la Chine et de la Silicon Valley, Charles-Édouard Bouet va partager avec nous son expérience et sa réflexion, distillée dans de nombreuses publications, en particulier ses 2 derniers livres, L'ère des nouveaux titans, dont vous avez déjà vu le titre dans la présentation, et un autre livre auquel il fera référence aussi, qui s'appelle La chute de l'Empire humain, et dont le sous-titre est Mémoire d'un robot. Je pense que ces 2 livres, et peut-être ceux d'entre vous qui s'intéressent à la Chine aussi, Comment la Chine va changer le monde, qui est un autre livre qui reflète tout ce qu'il a appris et décodé de l'environnement chinois où il a séjourné pendant longtemps. Charles-Édouard Bouet, centralien, MBA d'Harvard, et a fait une carrière rapide, brillante, essentiellement dans les cabinets internationaux de conseil, chez Booz Allen, chez Etiquette, avant de passer 20 ans dans la grande firme internationale de consultants Roland Berger, dont il a dirigé le développement à travers le monde, en particulier en Asie. Et il a passé 5 années en Chine, je crois, avant de devenir le président directeur général de Roland Berger. Aujourd'hui, entrepreneur, investisseur dans les nouvelles technologies issues du digital, en particulier dans l'intelligence artificielle, il continue à écrire, et ces 2 derniers livres dont je viens de vous parler sont très précieux. Il connaît bien le monde de ces titans technologiques, il explore le comportement des titans, en géopolitique aussi, et comme vous allez le constater, ses observations et son analyse provoquent une réflexion qui ne peut pas ne pas nous inquiéter. N'hésitez pas à utiliser les possibilités du virtuel pour lui poser vos questions, que ma collègue, le docteur Catel Le Goulven, qui est la directrice du Hoffman Institute for Business and Society de l'INSEAD, présentera à Charles-Édouard Bouet. Je lui laisse la parole. Charles-Édouard. Merci Henri-Claude. Je suis très content d'être avec vous ce soir et merci d'être venus aussi nombreux. Alors, je vais essayer de vous présenter. Alors, je ne sais pas si ça apparaît sur l'écran, la planche. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'ère des nouveaux titans, mais je vais surtout vous parler du futur et du présent et comment ils se lient.
Alors, voilà. Le premier point, c'est une petite recette pour prendre possession du futur. Cette petite recette est relativement simple. Pour prendre possession du futur, il faut d'abord le voir, le visualiser. C'est Élie During qui le dit, le futur est à côté de vous, il est autour de nous. Et puis, il faut, comme Hartmut Rosa, le philosophe allemand, l'écrit si bien, dans un temps qui s'accélère, il faut agir vite. C'est la manière de prendre possession du futur. Alors, vous allez me dire, Monsieur Boué, vous êtes un consultant, vous avez été consultant pendant 25 ans, c'est très sympathique. Pour prendre possession du futur, il faut le voir, il faut agir. On dirait un consultant. Alors, je vais rentrer du concret. Qui connaît Hirschhorn? Alors, je ne peux pas avoir le retour, mais je pense que très peu de personnes dans cette visioconférence le connaissent. Kenny Hirschhorn, je l'ai rencontré en 2000. En 2000, je fusionnais en tant que consultant France Télécom et Orange, et je fusionnais tous les départements, et je suis arrivé au département de la stratégie. France Télécom, à l'époque, avait 50 ingénieurs qui faisaient de la stratégie, et j'ai demandé, mais ils sont combien chez Orange? On m'a dit, ils sont 2, et c'est Kenny, le futurologue, qui dirige le département. Donc j'ai dit, bon, futurologie, stratégie, on va fusionner tout ça. Je pars à Londres, et je rencontre ce monsieur qui avait à peu près cette tête-là. Et je rentre dans son bureau et il me présente un téléphone. Et il me dit, Monsieur Boué, vous êtes consultant en stratégie. Il me montre un téléphone comme ça. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, c'est un téléphone portable. Alors il me dit, oh là là, on est mal barré, vous n'y connaissez rien en stratégie. Je vous laisse une deuxième chance. Il me remontre le téléphone comme ça. Alors ça ressemblait plutôt à celui sur l'écran que celui-ci. Et il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, c'est un Motorola. Et là, il me dit, on est mal barré. Et il me dit, nous sommes en janvier 2000. Il me dit, ceci est la télécommande de votre vie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à Kenny Hirschhorn en 2000 chez France Télécom Orange? Il a été licencié pour incompétence. Qui pourrait imaginer que ce qui était un Motorola, un téléphone portable, pourrait devenir un jour la télécommande de votre vie? Malheureusement, 8 ans après, quelqu'un de plus connu que Kenny Hirschhorn, appelé Steve Jobs, a inventé la télécommande de votre vie. Il était visionnaire à double titre. Il était visionnaire parce qu'il parlait d'un téléphone qui contrôle votre vie, et il était visionnaire parce qu'il parlait de la télécommande. Aujourd'hui, dans votre poche, vous n'avez pas la commande de votre vie, vous avez la télécommande de votre vie, puisque les parties qui contrôlent votre vie sont à l'extérieur du téléphone. Et j'y reviendrai après. Donc, le futur est devant vous, à côté de vous, et c'est extrêmement important de prendre ça avoir ça en tête. Deuxième exemple, pour que bien brosser le décor. Qui a inventé le SMS? Alors, je vais vous aider. C'est Nokia. Alors, la petite histoire, c'est qu'à l'époque, ils avaient des PABX, des gros appareils qui connectaient les immeubles. Et les équipes de Nokia s'étaient dit, on en a marre de se téléphoner pour les pièces, etc. On va inventer un moyen de se communiquer par SMS, par texte. Jusque-là, ça va. Ils vont au board. Ils ne sont jamais arrivés au board. En fait, ils sont arrivés à la secrétaire générale du board. Ils ont dit, on a une idée géniale, on voudrait la protéger. Il faut que vous me fassiez une patente. Et ils ont dit, et elle a dit, c'est quoi? On va communiquer avec 200 caractères entre nous et ça va être génial. Et elle leur a répondu, est-ce que vous croyez qu'un jour, des gens communiqueront avec 180 caractères? Bon, c'est devenu dans le domaine public et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Twitter. Tout ça pour vous dire que les firmes les plus connues, les personnes les plus brillantes ont à côté d'elles, en face d'elles, pas loin, le futur en leurs mains. Alors maintenant, dans quel monde sommes-nous? Nous sommes dans un monde qui change et qui change très rapidement. Il y a un ouvrage que je vous conseille de lire qui est un vieux livre, Contes de Deville, qui est un livre de Charles Dickens, un de ses meilleurs, et qui est un best-seller, dans plusieurs pays du monde, parce qu'en fait, il reflète et il raconte le monde dans lequel nous vivons. Une sorte d'injonction paradoxale. Un monde merveilleux avec une révolution industrielle, l'Angleterre. Un monde d'une révolution dure, avec la guillotine, et violente, qui était la France à l'époque. Donc, deux villes, et c'est pour ça que ça s'appelle Contes de deux villes qui vivent deux vies différentes à la même période. Et nous sommes exactement dans ce monde actuellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de sous-estimer le monde dans lequel nous vivons. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, nous sommes tous convaincus que nous vivons dans une ère technologique. Nous ne sommes pas dans une ère technologique. C'est l'argent qui a été déversé et les taux d'intérêt qui ont été baissés suite à la crise de 2008 qui ont créé cette accélération technologique.
cette accélération technologique crée un monde de déflation. Donc, sur ce slide, vous allez voir un exemple. Donc, c'est depuis 1910. C'est le nombre de minutes qu'il fallait travailler pour s'acheter, par exemple, une balle de tennis. Donc, vous avez sur ce graphique 218 minutes en 1910, 4 minutes en 2010. Donc, vous voyez bien qu'il y a une déflation technologique qui était déjà là avant l'accélération qu'on a connue depuis 2008. Cette déflation technologique, elle était sur tous les éléments, sauf la dernière ligne, qui est la coiffure pour hommes, puisqu'en fait, on voit que technologiquement, alors pour ceux qui y sont allés récemment, mais on y va tous régulièrement, la coiffure pour hommes n'a pas évolué d'un point de vue technologique. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette inflation à travers le temps. Cette déflation technologique, qui s'est accélérée depuis 2008, crée une pression immense sur les humains. Parce que vous voyez bien que dans un monde déflationniste, il va être très dur de retrouver de l'inflation, même si on en parle beaucoup. Et deuxièmement, la pression sur le travail humain est d'autant plus forte. Alors, on parle beaucoup de taux d'intérêt bas et qui ont baissé, et qui vont remonter. Petit calcul numérique. Il y a à peu près un an et demi, je me posais une question sur les taux d'intérêt négatifs parce que tout le monde en parle, mais ça veut dire quoi? Donc, je vous ai fait un petit calcul numérique pour que vous puissiez apprécier ce que ça veut dire. Donc, imaginons un entrepreneur qui vous demande de lui donner, dans ce cas-là, 400 € la première année, 200 € la deuxième année, et puis il vous rend de l'argent, et la somme du cash que vous avez échangé, de l'argent que vous avez échangé, correspond à 350 € net. Actualisé, c'est-à-dire avec un taux d'actualisation de 0%, cette somme vaut 350 €. Maintenant, si vous l'actualisez à 10% pour avoir un profit, la même courbe vaut, vous le voyez, 68 € sur ce graphique. Évidemment, les personnes qui vous ont prêté de l'argent veulent avoir un retour. Maintenant, si vous actualisez à moins 10%, et j'ai forcé le trait parce qu'aujourd'hui, on est taux d'intérêt plutôt à moins 0,5, moins 1, si vous actualisez la même somme, c'est-à-dire 350 € échangés net, cela vaut, actualisé à moins 10% sur cette courbe, 921 €. Ça veut dire que la valeur actuelle de l'argent que vous allez échanger vaut 3 fois plus que l'argent que vous avez échangé réellement. Alors, vous allez me dire, Monsieur Bouet, ce n'est pas possible, ça défie les lois économiques. C'est le monde dans lequel nous vivons. Je vais un cran plus loin. Imaginons que cet entrepreneur vous dise, non, je n'ai pas besoin de 400 et 200, j'ai besoin de 1000, j'ai besoin d'1 milliard. J'ai besoin d'1 milliard la première année, 1 milliard la deuxième année, et puis je vais vous rendre. Et la somme du cash que vous allez récupérer est 350 €. Actualisé à 0, ça vaut toujours 350 €. Actualisé à 10%, c'est-à-dire avec les taux d'intérêt normaux, classiques, le rendement qu'attend un investisseur, ça vaut moins 135. Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas investir. Donc, si Elon Musk est venu vous voir et vous a demandé 1 milliard pendant 2 ans à taux d'intérêt de 10%, ça vaut moins 135. Si Elon Musk vient vous voir avec un taux d'intérêt à moins 10, cette courbe qui est encore pire que la précédente, vous n'avez pas prêté 400 et 600, vous lui avez donné 1 milliard et 1 milliard, ça vaut 1294. Tout ça pour vous expliquer que dans le monde des taux d'intérêt négatifs, et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette conférence qui pensent investir et qui investissent avec des taux d'intérêt positifs, qui gagnent de l'argent, leur argent fructifie. Mais le modèle économique dans lequel nous vivons, nous avons traversé le miroir et ça change complètement les éléments économiques. Autre exemple, si aujourd'hui vous avez 50 millions de dollars, 50 millions de francs suisses, et que vous le mettez sur une banque suisse, c'est-à-dire que vous allez au guichet du rez-de-chaussée et vous déposez, vous allez payer un taux d'intérêt entre moins 0,5 et moins 1%, qui va vous coûter, vous ferez le calcul, une belle petite somme qui vous permettrait d'acheter une voiture ou de partir dans des très très belles vacances ou d'acheter une petite maison. Si par contre vous descendez au sous-sol et vous prenez un coffre qui permet de contenir l'équivalent de 50 millions de francs suisses en billets, en grosse coupure, vous allez payer peut-être 500 francs suisses, 1000 francs suisses par an pour ce coffre. Vous comprenez bien que ces taux d'intérêt négatifs sont en train de changer fondamentalement le raisonnement. Et c'est pour ça que ce que vous voyez aujourd'hui, un peu comme Kenny Hirschhorn qui parlait de la télécommande de votre vie, vous êtes en train de voir des choses qui vous paraissent absurdes. Vous allez dire, il faut brûler cette personne, il raconte n'importe quoi. La réalité, c'est que le monde est en train de changer devant nos yeux. Alors, c'est amplifié par le fait qu'en fait, ces taux d'intérêt, alors là, c'est une courbe qui m'a fasciné quand on me l'a présenté. Les taux d'intérêt, depuis qu'on a découplé avec
l'or et des éléments physiques qui permettaient de limiter la masse monétaire, les taux d'intérêt ont baissé année après année depuis 1980. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même si aujourd'hui on a poussé à cause du Covid, à cause de la crise de 2008, à chaque fois qu'on a eu une crise, on a baissé les taux d'intérêt, on a eu un peu d'inflation et on a remonté les taux d'intérêt, hop, recrise et on redescend et on remonte et on redescend. Tout ça convergent, si vous tirez le trait, hein, un professeur de l'INSEAD dirait bah, la courbe, elle va vers zéro et elle va vers le négatif. Donc en fait, l'univers dans lequel nous sommes, avec des taux d'intérêt zéro voire négatifs, est dans la tendance mondiale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un projet très long terme qui va coûter beaucoup d'argent au début peut être financé. Puisque 1 milliard dans 1000 ans vend autant qu'1 milliard demain matin. Et même il vaut plus en taux d'intérêt négatif. Ça veut dire aussi que l'argent brûle les doigts. Vous la mettez dans une banque, elle rapporte peu ou rien, ou elle vous coûte de l'argent. Donc vous allez vouloir la placer dans les actifs ou la cacher dans un coffre dans une banque. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des inégalités qui vont s'accroître. Parce que celui qui a compris et celui qui n'a pas compris, vous comprenez bien, celui qui n'a pas compris, il pense que la courbe, elle vaut moins 135. Et celui qui a compris, il comprend que la courbe, elle vaut 1900. On voit bien que l'écart de richesse. Et bien sûr, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont accès à ces taux d'intérêt négatifs, vont pouvoir en profiter. La bonne nouvelle, et on en parlera plus tard dans les questions, c'est qu'on pourrait aujourd'hui financer à peu près n'importe quoi pour améliorer l'humanité, que ce soit l'environnement, les inégalités et les problèmes de santé. Alors, maintenant qu'on a vu ça, parlons de la technologie. Il y a une étude d'Harvard qui est sortie aussi en mai 2019 qui est très intéressante, où ils ont étudié, Harvard Business School, que ceux qui réussissaient en période, en absence de crise, étaient ceux qui investissaient dans la technologie. Alors vous allez dire pareil, monsieur Boué, c'est un peu de la palissade. Ce qui est intéressant, c'est qui réussit en période de crise. La même chose. Ceux qui réussissent en période de crise investissent dans la technologie. Pour des raisons qui sont là, qui sont des raisons absolument évidentes, c'est qu'en période de crise, vous avez plus la possibilité d'investir, vous avez moins de possibilités d'investissement, et qu'en période de crise, vous allez faire une différence énorme si vous êtes capable d'avoir un avantage compétitif. Ça veut dire quoi? C'est la fameuse courbe en K. Tout le monde parle des reprises en V, en W, en L, en S, en whatever. Moi, je crois beaucoup à la reprise en K. Le K, c'est il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Et donc, en fait, il y aura une reprise, ça ne sera pas la même pour tout le monde. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il y a une technologie dans laquelle je suis assez versé, et investisseur et actif, qui est la plus transformationnelle de toutes. Pourquoi? Tout a commencé avec le boulier. Le jour où nous avons inventé le boulier, ceux qui avaient un boulier étaient beaucoup plus efficaces que ceux qui ne l'avaient pas. Et puis ensuite, il y a eu la calculette. Celui qui avait une calculette, même dans un souk ou dans un marché, avait un avantage concurrentiel par rapport à celui qui avait le boulier. Et puis, il y a eu ce que vous utilisez au bureau, à la maison, il y a eu Excel, qui en fait a permis de faire une super calculette. Et puis aujourd'hui, est en train d'émerger une nouvelle technologie qui est le machine learning et l'intelligence artificielle, qui sont des gros mots. L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est un oxymore. Il y a l'intelligence et l'artificiel. L'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui existe, c'est la science algorithmique, c'est les mathématiques. Si vous êtes capable d'analyser des chiffres en temps réel, des données chaudes, par rapport à quelqu'un qui a un boulier, un calculateur ou un Excel, vous allez avoir un avantage compétitif qui est dramatiquement différent. Ma vision de ça, c'est ce que j'appelle le E3. Ce sera partout, pour tout le monde et pour tout. Parce que les mathématiques sont partout dans le monde. Notre vie est rythmée par les mathématiques. Donc, à partir du moment où l'intelligence artificielle qui n'existe pas et la science algorithmique sont des modèles mathématiques, ils vont être partout. Ça va devenir une commodité. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que certains l'auront et d'autres ne l'auront pas. C'est comme si on avait dit avant d'inventer l'avion que certains pourront prendre l'avion et que d'autres ne pourront pas. C'est impossible que les gens acceptent cela. Donc, il pourrait y avoir quelques-uns au début qui l'ont, un avion, mais à terme, tout le monde devra avoir accès à l'avion. On trouve des moyens de diversifier. Le deuxième élément, c'est que les données seront moins importantes parce qu'on aura déjà la capacité de reconnaître les visages. Aujourd'hui, ce qui coûte de la puissance de calcul, c'est de faire monter en puissance 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou 2 modèles de langage. 1 ou 2 modèles de langage, c'est 1 ou
tout ce qu'on appelle machine vision, la vision, tout ce qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, qui est le langage, qui est en fait les oreilles et la bouche. Donc les yeux, les oreilles et la bouche, le cerveau. C'est ça en fait les mathématiques modernes. Demain, c'est ce que j'écris dans le livre précédent, ce ne sera plus la télécommande de votre vie, cela doit devenir la commande de votre vie, le Jiminy Cricket. Puisqu'on vous aura accès à cette technologie, vous devrez protéger vos données, et à partir de ces données, de vos préférences, vous pourrez vous faire conseiller par l'intelligence artificielle qui est à votre service. Et puis enfin, n'oublions pas que c'est des mathématiques, donc ce sont des 1 et des 0. Et donc aujourd'hui, avec vos gros doigts, plutôt avec mes gros doigts, quand je vais sur mon téléphone faire des courses, je vois 2 dimensions, je surfe, j'arrive pour un t-shirt, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'appuie, il n'a pas ma taille. Demain, vous enverrez cette intelligence artificielle, cette commande de votre vie, elle pourra rentrer dans le site, scanner l'ensemble des références, voir la taille du t-shirt, ça correspond, ou la chemise, aux préférences d'Henri-Claude, et ensuite l'acheter ou pas. Donc, l'intelligence artificielle va être transformationnelle. Elle va changer aussi nos vies, puisque l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'intelligence humaine augmentée. Augmentée des mathématiques, par analogie au boulier et au modèle Excel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés seront augmentés intellectuellement. Puisqu'en fait, un certain nombre de tâches, et moi je l'ai vu récemment sur un projet, un certain nombre de tâches que vous faisiez seront éliminées ou gérées par la machine, des tâches volumiques, répondre à des emails, toutes les choses qui sont routinières. Et il vous restera le temps de réflexion pour pouvoir passer du temps de qualité avec un client, avec les équipes que vous n'aviez pas avant. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les consommateurs sont aussi augmentés intellectuellement. Aujourd'hui, un consommateur rentre dans une boutique Orange, rentre dans un distributeur alimentaire, il a déjà regardé les produits, il a comparé, et il est souvent plus intelligent que le vendeur. Alors, le vendeur sera plus intelligent parce qu'il sera équipé, mais le consommateur sera aussi plus intelligent et plus éclairé. Et puis enfin, on l'espère tous, les citoyens seront augmentés intellectuellement en termes de compréhension de ce qui se passe. Ça veut dire, et je fais le lien avec la prochaine intervention et avec la précédente, que dans le monde du travail, les qualités qui seront importantes seront les qualités cœur de l'humain, l'empathie, l'écoute, la capacité de création, la capacité d'entertainment, l'humour, et des choses qui sont en fait au cœur de ce qu'on aime. Je cite souvent Arthur Clarke qui dit « Le but de l'humanité, c'est d'éliminer le travail. Comme ça, nous pourrons tous jouer. » Parce qu'on aime tous notre travail, parce qu'on pense parfois jouer. Mais si on ne pouvait que jouer, ce serait le meilleur des mondes. Je vais y revenir, on n'y est pas encore. Alors, bienvenue dans le monde des nouveaux titans. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est peuplé de nouveaux titans. Pourquoi j'ai pris les titans? Parce qu'en fait, les titans, nous parlent à tous. Ils nous rappellent notre jeunesse, ils nous rappellent nos lectures, ils nous rappellent la Grèce antique, ils nous rappellent Gaïa et Uranos, la Terre, et on pourra peut-être parler d'environnement à plus tard. Et ils nous rappellent ces super pouvoirs. En fait, je rappelle que les titans, en fait, avaient chacun des super pouvoirs, des univers qu'ils dominaient. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis les X-Men, qui paraissent loin des titans. Si vous regardez les films qui ont extrêmement bien fonctionné dans les 5 dernières années, tout ce qui était Marvels, les super-héros, le monde a besoin de super-héros. Et on va y venir pourquoi? Parce qu'en fait, c'est symptomatique du monde dans lequel nous vivons. C'était aussi des bêtes qui dévoraient les humains. Donc, il y a quand même cette dimension-là. Alors maintenant, qui sont ces titans? Il y a un premier groupe, et Henri-Claude en a parlé, qui sont les titans technologiques. Ils sont nés de la crise de 2008. Certains existaient un peu avant, mais ils ont tous explosé avec l'abondance de cash. Ils sont ou chinois ou américains. Ils ont été plus ou moins connus récemment comme TikTok, avec les problèmes qu'ils ont eu aux États-Unis. Et ces machines, ou ces titans, ont chacun des super-pouvoirs. Google a le super-pouvoir de la recherche, Facebook du réseau social, Amazon des courses. Ils ont tous un peu un super-pouvoir. Et ils fonctionnent tous avec des modèles mathématiques extrêmement puissants. Ils ont des millions, voire des milliards de believers, de croyants.
qui font parfois la queue pendant des heures pour avoir les produits qu'ils nous fournissent. Ils n'ont aucun intérêt à détruire le monde dans lequel nous vivons. Ils sont un nouveau phénomène du capitalisme. Et comme dans la titanomachie, nous avons cru entrer dans un âge d'or, puisqu'en fait, ils nous ont apporté des technologies, des services à la maison, et nous n'aurions pas pu vivre le Covid sans eux. Nous n'aurions pas pu nous distraire, parler à nos parents, acheter des choses, nous nourrir et faire plein d'autres activités. Travailler, oui. J'ai oublié le travail, merci de me le rappeler. Ça, c'est nos titans technologiques. Alors, autre point, ça, c'est une analyse récente qui a été faite. Dans cet environnement, aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée d'être moyen. C'est une très mauvaise idée. La moyenne, vous savez, avant, on disait, bon, il faut avoir la moyenne, il y a les très bons, et puis en dessous de la moyenne. Aujourd'hui, it's a very bad time, c'est l'expression que j'utilise, d'être moyen. Pourquoi? Parce que, en fait, dans un environnement ultra compétitif, accéléré, on voit, par exemple, qu'il y a plus d'écart au sein d'une industrie qu'entre industries. Vous savez, à une époque, moi j'ai fait Harvard Business School en 95, on nous expliquait qu'il y a des industries qui sont bien, des industries qui sont moins bien. Les industries qui sont bien attirent les meilleurs talents, donc ils deviennent moins bien dans la durée. Mais c'est dans les industries qui sont structurellement meilleures en termes de rentabilité. Aujourd'hui, les chiffres montrent qu'être moyen dans une bonne industrie, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, la capacité à durer en tant qu'exceptionnel est de plus en plus courte parce que vous avez cette compétition technologique. Donc, c'est ça qui fait, et c'est ma transition vers les autres titans qui sont nés, que de plus en plus de gens comme vous, comme moi, ont peur du futur. On a peur pour nos enfants, on peut avoir peur pour notre travail, on peut avoir peur pour notre retraite, on peut avoir peur pour notre épargne. Et toutes ces peurs individuelles et collectives nourrissent les titans géopolitiques. Parce que qui peut contrecarrer un géant technologique? Ça ne peut être qu'un titan géopolitique. Et un géant politique, c'est très simple. C'est quoi? C'est le même principe qu'un titan technologique. C'est quelqu'un qui va vous expliquer que si vous l'élisez ou si vous lui donnez le pouvoir, il va vous protéger des autres titans technologiques et de toutes vos peurs. Ils ont l'aspiration d'être des titans. Je rappelle, et je le mets dans le livre, que nous n'avons jamais eu autant de dictatures et de pouvoirs autoritaires dans le monde qu'aujourd'hui. Nous avons vécu des phénomènes comme le Brexit, qui est une forme de protection contre le monde. Nous avons eu Donald Trump et autres. Ce sont des gens ou des modèles qui sont sur la force. Ceux qui étaient aux Nations Unies, ce n'est pas les mêmes modèles. C'est un modèle de rapport de force, c'est un modèle de titan. C'est un modèle où quelqu'un comme Donald Trump va demander à Google d'enlever un produit Android à Huawei pour combattre un autre titan. C'est un monde où Facebook va appeler Trump, alors qu'ils sont supposés être ennemis, pour attaquer un titan qui s'appelle TikTok, qui est un réseau social qui explose et qu'il faut stopper pour qu'il ne rentre pas aux États-Unis. J'avais écrit un article dans Les Échos il y a 2 ans et demi en indiquant que TikTok, qui était sur 200 millions de personnes, 50 millions de jeunes en Europe, était une filiale d'un groupe chinois. Personne ne le savait. Parce qu'en fait, il était arrivé comme un produit. Ces gens-là, ces titans technologiques et géopolitiques, créent un univers d'insécurité où nous ne savons pas comment sera demain. Alors, ces titans technologiques et géopolitiques ont changé un deuxième paramètre du capitalisme. Je vous rappelle, on a les taux d'intérêt, c'est la vérité, les faits. Le monde d'avant, le monde dans lequel nous avons été bercés au début, il y avait des professeurs de médecine qui avaient des réponses. Il y a des professeurs de l'INSEAD qui avaient des réponses. Pas il y avait, mais qui avaient des éléments factuels de réponse, au moins qui paraissaient réfléchir. Les titans géopolitiques et nos titans technologiques ont transformé, non pas le fait de mentir, ils ont rendu le fait de mentir normal. Nous avons vécu avec des gens, il y a eu des partis extrémistes, des gens qui mentaient, des gens qui racontaient n'importe quoi, des monimenteurs, mais il y avait toujours une base de vérité et les dirigeants d'entreprise et de ce monde avaient quand même comme règle d'essayer de faire de la politique et de mentir. Le mensonge n'était pas la règle du jeu. Le mensonge est devenu la règle du jeu en plein endroit.
Je cite dans le livre un exemple qui est intéressant, c'est, je serai en audience avec des gens, on pourrait échanger, mais combien y a-t-il de personnes qui pensent que la Terre est plate? 60 millions. 60 millions de personnes dans l'hémisphère, dans notre Western Hemisphere, comme on dirait, pensent que la Terre est plate, les platistes. Si vous faites un peu de recherche, vous trouverez qu'il y en a un qui est mort récemment en essayant de démontrer qu'elle était plate parce qu'il est monté avec un ballon. Bon, bref, il est à court d'oxygène. Il n'a pas pu le démontrer. Et puis, il n'aurait pas pu le démontrer. Il y a une autre anecdote que je raconte. Un joueur de basket très connu aux États-Unis qui avait tweeté, ou sur Instagram, je ne sais plus, tweeté, je pense, que la Terre était plate. Et donc, ses followers, je ne sais plus, 10 millions, personne n'avait réagi. Et puis, 1 an et demi plus tard, il écrit « J'ai consulté des professeurs, j'ai regardé Galilée, la Terre est ronde. » Et ce qui s'est passé, c'est que ses followers ont cru qu'il avait été abducted par la secte de la Terre est ronde. Parce qu'il avait dit que la Terre était plate. Tout ça pour dire que nous vivons dans un monde où la vérité est multiple. Et nous l'avons vécu dans le Covid encore plus. Alors maintenant, vers où allons-nous? Nous allons dans le monde de ce que j'appelle le re. Le re, c'est un préfixe latin qui veut dire rursus, qui veut dire aller au fond des choses. Re, vous l'utilisez tous les matins. Je vais refaire. On va rediscuter. Je vais réinventer. Vous verrez, vous utilisez le re toute la journée. En fait, le re, c'est de revenir à ce que vous savez et d'avancer. Donc, c'est ce qu'on dit, un pas en arrière pour aller 2 pas en avant. C'est, allez, on se pose, on réfléchit, on refait, on re-réfléchit. Donc, nous sommes dans le monde du re, et c'est pour ça que tout le monde parle du reset, pardon, je reviens en arrière, de reset, de réinvention, de renaissance. Donc, nous sommes vraiment à un moment intéressant où, en fait, avec le Covid, mais c'était déjà là avant, on est en train de se faire un pas en arrière pour se dire comment on va aller de l'avant. Alors, vous avez bien compris que nous étions dans l'ère des nouveaux titans. Le sous-titre, je vous rappelle, c'est « Le capitalisme en apesanteur ». Pourquoi le capitalisme en apesanteur? Parce le capitalisme vit de 2 choses. Sa gravité, et sa gravité, c'est les taux d'intérêt. Donc, quand le taux d'intérêt arrive à 0, vous êtes sans gravité. Donc, la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi, est un peu compliquée à raconter, parce qu'on peut être à la fois cigale et fourmi, Elon Musk est cigale et fourmi, ou ni l'un ni l'autre. Dans ce monde-là, il y a un deuxième élément du capitalisme qui est important, et j'en ai parlé, c'est les faits. Vous décidez sur la base de faits, et vous prêtez de l'argent ou vous investissez sur la base de taux d'intérêt. Ces 2 éléments nous ont été enlevés et font du capitalisme, ce qu'il est aujourd'hui, un capitalisme en apesanteur. Alors, devant nous, il y a beaucoup de challenges ou d'enjeux, de difficultés. La première, c'est le travail. Je ne vais pas l'élaborer, je laisserai la prochaine conférencière, mais on peut en parler après sur les questions. Le monde du travail va se transformer. Est-ce que ce sera ludique? Quelle forme ça prendra? C'est à voir. Mais cette pression technologique, cette déflation technologique, cette pression sur l'humain et en même temps cette possibilité de l'humain d'être un être humain augmenté sont là. Deuxième élément, on peut aussi décider de refuser ce monde. Et c'est pour ça qu'on a vu la montée des opioïdes, des opiacés. En particulier, je ne sais pas si vous savez, la France a consommé 50% de plus de drogue pendant la période du Covid que l'année dernière, que l'année d'avant. Donc, un moyen, c'est de prendre des drogues de toute forme. Le deuxième moyen, c'est d'aller dans les mondes virtuels. C'est de se mettre sur Netflix. C'est d'aller dans des mondes où on consomme et on peut être pendant des heures à consommer. Et le monde virtuel des jeux. Et donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître des communautés qui vivent dans des mondes virtuels, qui sont 100, 200, 300 millions de personnes et qui intéressent beaucoup les marques de grande consommation. Maintenant, pour aller vers ma conclusion et puis après ouvrir le débat et les questions, dans Révolution, il y a Re. Et dans UBI, qui est le revenu universel, il y a aussi Re. Alors, première chose, dans le monde dans lequel je vis, nous vivons tous, heureusement, j'aime beaucoup cette phrase d'Isaac Asimov qui m'avait frappé quand j'étais jeune ayant lu tous ses livres. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Alors, dans la langue française, être incompétent, c'est une quasi-insulte
qu'on évite, mais d'un point de vue purement grammatical, c'est le manque de compétences ou d'habilité de faire un travail ou une tâche comme elle devrait être faite. Et je prends souvent l'exemple qui n'est pas controversé, d'un enfant de 5 ans à qui on demande d'aller dans un restaurant 3 étoiles. Il est incapable, même si on lui donne parce qu'il y a un protocole, il y a une procédure. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons tous un vrai risque de devenir ou de se penser incompétents. Et nous savons tous que le moment, et il a raison, Isaac Kadimov, le moment où on se sent incompétent dans une situation personnelle de relation, en situation de travail, avec son subordonné, avec son équipe, avec un client, avec n'importe qui, c'est à ce moment-là que notre ressort humain, notre hypothalamus, notre peur, fait que le dernier ressort, c'est la violence. Et c'est pour ça qu'un des risques que nous avons, si nous ne travaillons pas tous ensemble à comprendre et agir sur le monde dans lequel nous sommes, c'est cette violence qu'on a pu voir par-ci, par-là, à travers le monde. Deuxième sujet, deuxième piste de réflexion, c'est le revenu universel. Je suis fondamentalement pour un libéral. Je crois fondamentalement à l'être humain, donc je ne crois pas à l'assistance à tout prix. Mais bon, il y a une personne qui était bien avant moi, il est bien plus connu, qui s'appelle Milton Friedman, qui l'a écrit il y a très longtemps. Il avait appelé ça l'impôt négatif. Il est probable que, compte tenu du fait de cette accélération du temps, de cette pression technologique déflationniste, de ces titans technologiques, de ces titans géopolitiques, de cette oppression de chacun d'entre nous à divers niveaux d'impuissance ou d'incompétence, qu'il faille utiliser des outils comme celui-ci pour gérer la transition et éviter la violence. Et c'est ce type de réflexion qu'on doit engager, parce que sinon, on va tout droit dans le mur, dans un capitalisme en apesanteur. Alors, je vais conclure là-dessus. Comme j'ai commencé, quelle que soit votre vision du futur, et que vous croyez comme Jeff Bezos que complaining, se plaindre n'est pas une stratégie, je vous encourage tous et toutes à commencer à prendre possession du futur ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Je pense qu'on va avoir un certain nombre de questions parce que pas mal de tes propos vont probablement secouer certaines convictions ou croyances que nous avons. Et tu as parlé du reset. La reset, ça devient effectivement maintenant discuté. Le World Economic Forum a produit son travail sur ce sujet. Est-ce que tu penses que ce reset est vraiment en cours et qu'on va pouvoir transformer, par exemple, la philosophie des dirigeants, leur façon de concevoir leur stratégie, le rôle qu'ils vont réellement accorder à l'environnement? Est-ce que c'est un reset qui va vraiment changer les choses, comme on dit, changer les paradigmes? Ou est-ce que il y aura un certain nombre à la marge de modifications qui seront faites pour tenir compte de l'influence de l'opinion publique, des médias? On va faire quelque chose, mais ça ne sera pas vraiment une conviction qui transformera le système dans son essence. Alors ça, c'est un vrai risque. On en a parlé avant. Alors, on va séparer l'environnement parce que c'est un sujet à part. La réalité, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, dans le livre et dans cette présentation, c'est que ce n'est pas un reset. Le monde a changé. Le capitalisme est en apesanteur. Les règles du jeu ont changé. Donc, il faut se réadapter à ces nouvelles règles du jeu. Et ces règles du jeu ont créé ces titans technologiques dont certains vont disparaître. Ce n'est pas la peine de s'occuper de les faire démanteler. D'autres vont réapparaître. Des titans géopolitiques. Et donc, c'est à chacun d'entre nous et collectivement et aux futurs leaders de comprendre les nouvelles règles du jeu. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris les quelques planches… Qui les donne, les règles du jeu? Elles sont là. Les règles du jeu, elles ont été données. L'humanité tout entière, depuis 2008, depuis 12 ans, a défini ces nouvelles règles du jeu en accélérant le capitalisme. Que ce soit à la chinoise, à l'américaine ou à l'européenne. Donc, nous sommes tous sur les mêmes règles du jeu. Des taux d'intérêt définitivement bas, voire négatifs. Donc, une accélération technologique, une pression sur le travail, une peur des individus qui créent des titans géopolitiques qui eux-mêmes font leur œuvre. Et donc, cette nécessité de réfléchir à comment, en tant qu'individu, je me développe,
comment je prends possession du futur. Je suis désolé pour parler d'individu, mais à la fin, nous sommes tous individuellement et après collectivement. Et après collectivement, des communautés, la France, l'Europe. Comment, compte tenu de ces éléments qu'on ne peut pas vraiment changer, les taux d'intérêt ne vont pas remonter. L'inflation ne va pas arriver, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Donc, c'est à nous de réfléchir à ces règles du jeu, au lieu de se dire le monde ancien s'est effondré, mais avec les anciennes règles du jeu, on doit redéfinir un reset. Mais non, on doit reprendre ce qui est important de l'humanité, c'est l'heureux, nos valeurs, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous porte, et on doit construire un nouveau monde. Et ce nouveau monde, ce n'est pas un nouveau capitalisme. Je lis beaucoup d'ouvrages sur il faut réformer le capitalisme. Le capitalisme n'est pas réformable. Il est malléable. Comme Houellebecq le dit, il se déforme pour survivre. Donc le capitalisme n'est pas réformable. Par contre, charge à nous d'utiliser cette nouvelle règle du jeu, et je prends le cas d'environnement, on peut très bien utiliser le fait que les taux d'intérêt sont très bas pour dépenser de l'argent aujourd'hui et investir dans l'environnement. Pour investir, pour que demain, le meilleur soit là. Oui, il y a des questions. Alors, il va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière, justement, sur ce point des taux d'intérêt négatifs. Je pense qu'il va falloir repasser un petit peu de temps et de pédagogie là-dessus pour expliquer déjà, premièrement, comment est-ce que c'est possible, conceptuellement, qu'on prête en sachant qu'on ne va pas récupérer l'argent prêté. Donc voilà, repartir de là. Conceptuellement, comment ça c'est possible? Et la deuxième question autour des taux d'intérêt des membres de notre audience est, si c'est la première fois qu'on est dans les taux d'intérêt négatifs dans notre société, combien de temps est-ce que cela va ou peut durer? Alors, je vais répondre à la deuxième question qui est la plus facile. Oui. C'est que... Mais repasser un petit peu de temps pour expliquer comment est-ce que même c'est possible. Alors, déjà, si je prends ce graphique, on aurait dû s'arrêter à 0. Donc, on était en train d'y aller vers les taux d'intérêt 0. Et la seule raison pour laquelle on remonterait les taux d'intérêt, c'est d'avoir une inflation. Et il est très peu probable qu'on ait une inflation. Alors, je vais l'expliquer pourquoi. Avant, on avait une pression technologique qui baissait les prix. On mettait de la liquidité. Donc, on avait de l'inflation parce que la technologie était importante, mais pas massive. C'est plus le cas maintenant. Là, on a inondé de cash. Donc, en fait, on est sorti de... vous savez, c'est un ballon. Vous avez eu tellement d'eau qu'il a explosé. Donc, l'eau est sortie du ballon. Donc, il y en a partout. Et la technologie, maintenant, est tellement forte que la pression de déflation technologique est nettement supérieure à l'inflation qui pourrait arriver. Je donne un exemple. C'est Netflix. Avant, vous alliez au cinéma une fois par mois. Vous emmeniez les enfants. Vous étiez 3-4. Vous payez les places entre 5, ça dépend des cinémas, 10. Avec les pop-corn, vous avez pour 50 €, plus le métro si vous avez un métro ou un bus. Allez, c'était une sortie à 60 €. Aujourd'hui, pour 15 €, vous avez, pour toute la famille, le cinéma à la maison illimité. Donc, vous avez une déflation de 60 à 15. Ça, c'est un bon exemple. Ça. Et donc, ça, pour qu'on remonte à l'inflation, il faudrait que Netflix multiplie les prix par 4. Et même plus par 4, parce qu'il y a toute la famille. Donc, premier point. Donc, en fait, cette inflation qu'on attend, elle n'est pas près d'arriver. Donc, quand la liquidité est là et qu'elle cherche des endroits où s'investir, elle crée des effets de bulle. Maintenant, je reviens au taux d'intérêt négatif. Quand il y a plus de demandes que d'offres, le truc, c'est que quand vous êtes à 5-6%, bah vous avez Henri-Claude, je veux prêter de l'argent à Henri-Claude, il me dit je te donnerai 4%, et puis vous venez, vous dites non, je te donnerai 5%. Bah, hop. Mais là, il y a 5000 personnes qui sont en train de Henri-Claude, et Henri-Claude dit je veux vous prêter de l'argent, Henri-Claude. Il dit j'ai besoin, pas beaucoup d'argent. Mais si, Henri-Claude, on va vous prêter alors. Alors c'était 5, c'est 4, non, c'est 3, c'est 2, c'est 1, c'est 0. Et puis après, ils disent, et après on pousse, parce qu'en fait, à un moment donné, on arrive à le taux directeur devient négatif. Si on veut stimuler encore plus l'économie, ben on passe en négatif. Et quand on est passé en négatif, c'est très difficile de revenir en positif. Donc c'est vrai que c'est conceptuellement absurde, mais ou économiquement bizarre. Je reviens en arrière. J'ai plus le. Voilà. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors on n'est pas dans un monde à moins 10%, mais on n'est pas dans un monde à 10. On est dans un monde entre 0 et moins 10. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit graphique. Et je conseille à tout le monde qui a une petite calculette ou un fichier Excel de faire le petit calcul pour visualiser ce que ça veut dire que le futur vaut moins cher que le présent.
Et ça a aussi des implications psychologiques. Oui, et je pense que c'est pour ça qu'on a ces questions-là aussi, où en fait, parce que c'est pareil, hein, moi avant, c'est des choses auxquelles je n'avais pas réfléchi, où a-t-on aujourd'hui ces conversations? Pas beaucoup d'endroits, parce que, alors, plusieurs choses. C'est très diffus. Donc, en fait, beaucoup de gens pensent qu'ils font des investissements à 10%, donc tout va bien. Mais ce type de conversation, elle n'a pas lieu. Moi, en tout cas, je l'ai vu très peu d'endroits, parce qu'en fait, tout le monde en parle, mais personne n'a fait le calcul mathématique de l'application. Peut-être qu'il serait bien de préciser aussi qu'en fait, ces taux négatifs ne sont pas accessibles à tous. Moi, citoyenne de Fontainebleau, qui achète une maison localement, je n'ai pas accès à ça. C'est quand même réservé aux titans. Peut-être que ce serait bien d'expliquer. Plusieurs choses. C'est réservé. C'est l'avantage des hautes technologies. C'est l'avantage des titans, et c'est l'avantage des États, et c'est l'avantage d'entreprises qui sont établies. Je cite dans le livre l'exemple d'un PDG avec qui je parlais juste avant le Covid, et qui me disait j'ai levé 500 millions d'euros. Et puis, son directeur financier vient le voir et il lui dit c'est bon, on est resté dans les 500 millions d'euros, parce qu'il ne voulait pas lever plus. Il disait 500, pas plus. Donc, il a été sursouscrit. Tout le monde voulait ses actions, ses obligations. Il regarde le compte en banque et il dit mais c'est pas possible, il y a une erreur. Donc, il appelle le banquier, il dit Jacques, il y a un problème. Sur le compte, il y a 538 millions, il n'y a pas 500. J'ai levé 500. Le banquier lui dit bienvenue dans les taux négatifs. Et c'est une entreprise de taille moyenne. Donc, en fait, c'est en train de diffuser. Il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont levés en ce moment à des taux d'intérêt négatifs. Ce qui est vrai, c'est que alors, c'est un autre sujet pour les auditeurs. Les banques ont du mal à faire leur travail. La banque, en fait, prenait des dépôts et après prêtait. Mais avec ce système de taux d'intérêt négatif, les dépôts qu'on lui donne, elle doit payer pour que. Et après, donc c'est très, très difficile de faire de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques sont pas en difficulté, mais elles ont beaucoup de mal. Donc, les mécanismes classiques de transformation de l'argent entre je vais voir la banque centrale, je prends de l'argent, j'ai des dépôts, tous ces mécanismes commencent à être très difficiles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès. Mais le point que j'avais soulevé avant, c'est l'écart de richesse va continuer à augmenter. C'est ça. Ouais. Donc, on vit vraiment moi, je l'ai dit dans le livre, il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Voilà. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et ça accroît le gap entre il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ouais. Et ce gap, et le milieu qu'on avait avant, les classes moyennes, le average, il n'existe plus. Il n'y a pas de place. Donc, vous êtes ou dans le premier quartile ou dans le dernier. Donc, tout ça, c'est… Bon, on va revenir après pour les réponses, des solutions. On a des questions aussi autour de cette croissance technologique des titans. Il y a plusieurs questions autour de cela. La première est comment est-ce qu'on peut expliquer cette croissance exponentielle, étant donné qu'on a quand même des ressources, et en particulier des ressources naturelles, qui sont en décroissance. Donc, est-ce que cette croissance exponentielle, elle ne s'arrête pas au bout d'un moment, étant donné qu'on est quand même dans un… La croissance des titans, vous voulez dire, oui. Ça je peux juste pas manœuvrer. Je vais juste me laisser. Voilà. Je vais aller à la fin. Tranquille. Aujourd'hui, les mécanismes de développement des titans technologiques, ils sont tout simplement liés aux données, qui sont abondantes, puisque je vous rappelle que nous produisons collectivement 2 fois plus toutes les données que l'humanité a produites avant l'année suivante. Donc, c'est des séries géométriques de données. Deuxièmement, qu'ils utilisent des algorithmes qui font qu'ils vous donnent du plaisir que vous payez ou qui vous monétisent. Et leur seule contrainte, c'est une contrainte de processus de capacité de calcul et de stockage. Donc, c'est ce qu'on voit avec le cloud. Et électrique. Aujourd'hui, pas loin de 8%, je crois que c'est même 10 bientôt, de la production énergétique mondiale est utilisée par nos smartphones, téléphones et les serveurs, et pour les refroidir. Justement, donc cette croissance-là dont vous parlez, ça ne prend pas en compte l'énergie consommée. Non, mais cette énergie, ils sont nourris par données, énergie et transfert de richesse par la déplacement technologique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au cinéma, vous allez faire du Netflix. Mais eux, comme ils partent de zéro, c'est que du bonheur. C'est ceux qui avaient des cinémas, qui avaient des activités classiques, qui payent les factures. Une autre question relative à cette croissance est sur la conversation actuelle, sur essayer de les fragmenter.
tout ce qui est loi antitrust. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que les Européens, en espèce de note en bas de page de ce que dit Catel, est-ce que les nouvelles lois que sont en train de créer nos eurocrates vont être efficaces pour limiter sur le traitement des données, par exemple? C'est deux questions différentes. Moi, je crois, et je l'ai dit dès le début, que le RGPD est une invention géniale des Européens. Parce qu'en fait, c'est une arme fatale pour reprendre le contrôle des données. Ce serait bien d'expliciter un peu ce que c'est que le RGPD pour les membres. RGPD, c'est la protection des données pour les citoyens européens qui oblige les GAFA et autres à avoir votre autorisation pour stocker et utiliser vos données. Et vous avez reçu souvent un contrôle de l'utilisation des données. Oui, mais bon, vous avez souvent reçu un petit court email qui dit « Nous avons mis à jour nos conditions d'utilisation. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour relire les conditions d'utilisation d'Apple, de l'iPhone? 27 minutes pour un avocat. Donc, je pense que c'est à peu près 2 heures pour un novice. Donc, essayez, imprimez-le si vous arrivez. C'est tellement long et tellement détaillé que si vous n'êtes pas juriste, vous êtes incapable. Ça, c'est une aparté. Il faut se rappeler que l'Europe a gagné une bataille technologique qui s'appelait le téléphone portable. Pourquoi? En 1980-84, qui sont les personnes technologiquement les plus puissantes de la planète? Le patron d'IBM et le patron de Microsoft. Je vous rappelle qu'à l'époque, on pensait démanteler Microsoft parce qu'on disait Microsoft est installé sur 98% des ordinateurs européens. Pascal Lamy, avec qui j'avais échangé, a travaillé là-dessus pendant 5 ans. Ils sont arrivés à la conclusion que c'était impossible de trouver une solution parce que c'était installé. Et il y avait une personne dans l'équipe qui a dit, mais il y a un nouveau produit qui arrive qui s'appelle le téléphone portable. Et peut-être que tout ce qu'on a réfléchi de normes, on pourrait l'appliquer au téléphone portable. Et c'est comme ça qu'a été créée la norme GSM. Et à partir du moment de la norme GSM, les champions du monde sont devenus Nokia, France Télécom, Deutsche Telekom, nos amis espagnols et les Anglais, qui ont après conquis le monde en faisant de la 3G. À l'époque, c'était pas encore la 3G, c'était la 1G, et en rachetant des opérateurs à travers le monde. Pendant ce temps-là, nos amis américains, et c'est pour ça que je prends l'exemple de Kenny Hirshhorn, nous n'avons pas vu que l'étape suivante, c'est-à-dire qu'en fait, on avait battu les opérateurs télécom et les Microsoft avec le téléphone portable. On n'avait pas vu qu'allait arriver la télécommande de votre vie. Et donc, on a investi sur les réseaux, les appareils et pas sur les applications. C'est un peu la même chose avec le cloud maintenant. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec le cloud. Google est en train de reprendre un avantage que Microsoft. Oui, et Microsoft si la valeur boursière de Microsoft a explosé, c'est parce que le PDG actuel a compris que le cloud business était un énorme vecteur pour Microsoft. Et si on pouvait justement revenir à cette possibilité de les fragmenter, c'est la deuxième question. Ça, je pense que c'est important de voir. Est-ce que ça peut être une solution? Deux convictions. Oui. La première, c'est que, comme je vous l'ai raconté, c'est pour ça que je préfère raconter cette histoire de différentes phases, on aurait pu décider de démanteler Orange ou Deutsche Telekom qui avait acheté les opérateurs américains, on aurait pu décider de démanteler Microsoft, mais en fait, on s'aperçoit que tous ces champions, à partir de certaine taille, deviennent stériles. On l'a vu, Google a annoncé qu'ils avaient brûlé plus de 25 milliards de dollars en projets inutiles. En fait, ce qui se passe, c'est que l'entrepreneuriat, les idées nouvelles, elles naissent d'entrepreneurs. Et quand l'entreprise atteint une taille trop grosse, elle répète son modèle. Je vous donne des exemples. Android est un accident de l'histoire. Pourquoi est-ce que l'operating system des téléphones portables, hors les Apple, est fait par Google? Parce que Microsoft aurait simplement pu dire « J'ai un operating system sur votre ordinateur portable. Vous avez payé 122 $. Je vous offre l'operating system sur votre téléphone. » Mais ils ont voulu appliquer leur modèle qui était de vous facturer 40 $ pour le téléphone. Personne n'a voulu payer. Quelqu'un a développé un truc gratuit et c'est parti. Donc, l'histoire de l'humanité montre qu'on peut démanteler les AT&T, on aurait pu démanteler Orange, on aurait pu démanteler Microsoft, mais que les nouveaux acteurs apparaissent. Donc, le sujet qui nous occupe, c'est l'abondance de cash accélère la technologie, crée des nouveaux champions parce que l'innovation apparaît. Et c'est ces nouveaux champions que nous devons créer en tant qu'Européens. Ce n'est pas en faisant les batailles sur les anciens champions. Ils peuvent acheter aussi toutes les startups comme ça, avec l'accès au cash,
Oui, mais il y a une limite, puisqu'en fait, le vrai entrepreneur, ils ne vont pas, à ces acteurs. Après, il y en a toujours un qui ne vend pas et qui devient le futur Google. C'est l'histoire de l'humanité. C'est impossible pour une entreprise de contrôler son marché au point qu'il empêche tous les acteurs en les rachetant. C'est ce qu'on leur reproche. On leur dit maintenant, vous empêchez justement la compétition de venir d'avoir des startups parce que vous avez racheté, vous avez tellement puissant, vous avez beaucoup de cash, donc vous pouvez racheter n'importe qui. Dès qu'il y a une startup qui est quelque chose qui vous apparaît intéressant, vous la prenez tout de suite. On est d'accord, c'est ça qui ralentit l'apparition de nouveaux champions. C'est vrai. Après, il y a suivant d'acteurs. Alors, vous avez parlé beaucoup de l'intelligence artificielle. On a 2 questions sur la computation quantique. Voilà. Dans les années à venir. Si je suis compétent. Et quel est le rôle de cette technologie-là? Est-ce que c'est la phase d'après? Est-ce que... Alors, je vais essayer d'expliquer simplement ce que c'est que la computation. Déjà, ce serait bien. Merci. Donc, sur un ordinateur normal, vous avez des 0 et des 1. Et donc, c'est ou 0 ou c'est 1. Dans un ordinateur quantique, vous avez autant de possibilités qu'entre le 0 et le 1 à tout moment. C'est en fait la case oscille entre des 0 et des 1. Ce qui lui permet d'explorer beaucoup plus de scénarios, beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'avec l'ordinateur quantique, on est capable de craquer tous les codes qui sont à multichiffres. Parce qu'en fait, on peut faire tourner, c'est comme un serrurier qui a toutes les clés possibles, il ouvrira la porte, c'est une question de temps. Et avec l'ordinateur quantique, on est capable de simuler des scénarios possibles, probables. On est capable de scénariser les options, ce qui permet de faire ce qu'on appelle, alors je m'arrêterai là, l'inconnu inconnu. C'est-à-dire des choses inconnues qui pourraient arriver de manière inconnue. Et ça existe déjà. C'est ce que font dans les salles de marché les grandes banques. Quand ils prennent des grosses positions de trade, d'investissement, ils utilisent des modèles type quantique pour éviter de grosses pertes. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une session là-dessus, Henri-Claude, parce que c'est un sujet d'avenir, mais que je n'ai toujours pas compris moi-même. Alors, je vais continuer un petit peu sur ces questions qui sont sur jusqu'où, quelles sont les implications si on pousse un peu. On a une autre question ici qui nous dit, en fait, est-ce que ces géants technologiques, ces titans, signifient la normalisation et l'incitation à la consommation qu'elles impliquent, donc la fin de l'autodétermination et finalement la remise en cause pour les individus. Est-ce que ça... Alors après, comme je le disais... C'est une possibilité. Oui. Comme je disais, il y aura toujours la sérendipité. Ce que veulent les modèles algorithmiques pour gagner le maximum d'argent, c'est que vous achetiez toutes les semaines la même chose dans le même restaurant. C'est plus simple et on peut négocier. La réalité humaine, c'est que savoir où Henri-Claude a mangé il y a 2 ans, pendant le mois de mars, le mois de janvier, février, ça a une valeur assez faible en réalité. Donc là, ce qu'il faut qu'on protège, c'est là où le RGPD est très important, ce qu'il faut qu'on protège, c'est ce qu'a envie de manger Henri-Claude demain, en ce moment, en fonction de ses goûts, pour qu'il ne soit pas tout le temps préempté. On lui propose du chinois, après de l'indien, ou que de l'indien, qu'il puisse continuer à avoir l'ouverture d'esprit. C'est ça que doit faire le RGPD. Ce que veulent les plateformes, c'est optimiser. Alors, juste, je vais faire une aparté sur les modèles algorithmiques. Vous savez peut-être qu'un modèle algorithmique, vous pouvez décider du niveau d'entropie du réglage. Un mot plus simple. Alors, entropie, vous pouvez décider du niveau d'aléatoire ou d'ouverture du modèle. Vous pouvez décider que Charles Darboué se réveillera tous les matins à 9h ou à 8h15, qui prendra un café expresso, qui prendra ça. Là, vous avez une entropie quasiment nulle. Et donc, en fait, le modèle est extrêmement prévisible. Ou vous pouvez décider que ça sera aléatoire. Le réveil vers une fourchette de 30 minutes. La machine à café sera cassée une fois sur 2, donc il prendra un thé. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui sonnera là-bas. Et en fait, c'est ce qu'on a vu, vous avez peut-être suivi. Il y avait eu c'était Google qui avait fait ça, ou Facebook, je ne sais plus. Ils avaient créé un chatbot donc pour communiquer avec des internautes. Oui. Et comme il avait ouvert ce gros mot, l'entropie, ou cette côté aléatoire, il était devenu raciste. Parce qu'il avait attrapé. Alors que si vous l'aviez réglé comme ça, il serait resté hyper poli. Et donc, ils avaient volontairement ouvert le champ. Et au fur et à mesure qu'ils rencontraient des gens, comme sur le net, on rencontre plutôt des gens qui sont un peu extrémistes, il est tombé sur des gens qui étaient plutôt racistes, violents. Et donc, à la fin, il avait un langage. Donc, en fait, quand vous utilisez l'intelligence artificielle ou un modèle algorithmique, vous pouvez décider vous-même. Et donc, si demain, c'est votre propre modèle algorithmique,
Vous pouvez dire, ce mois-ci, j'ai envie d'un peu de sérendipité, d'entropie, d'aléatoire. Ouais. Et donc, je ne vais pas forcément prendre le chemin le plus court pour aller de chez moi à l'INSEAD. Je vais peut-être m'arrêter par une boulangerie où je vais. Et c'est ça la vie des humains. Donc, le risque des machines, c'est si on rentre dans ces modèles-là, c'est dans un modèle extrêmement prévisible. Ouais, et récurrent. Et récurrent, mais il y a des gens qui adorent. Hein. Certaines personnes adorent. J'ai un collaborateur qui prend toujours le même plat tous les jours à midi. Voilà, il vient juste d'arrêter après 3 ans, il y en a marre. Mais... On a, si je puis me permettre, puisqu'il y a un aparté sur des implications en fait, techniques, on a une question aussi qui a trait en fait, aux biais qui sont connectés en fait, aux algorithmes. Hein. Et comment on en a parlé avant, mais là c'est pareil. Donc, comment on gère les biais? Si vous pouvez déjà en parler pour que les gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un biais dans un algorithme comprennent, et ensuite comment est-ce qu'on peut s'en protéger et est-ce que c'est éventuellement possible? D'accord. Alors un biais en fait, c'est que quand on construit un modèle algorithmique, on va regarder des données d'entrée, des données de sortie, et on va essayer de prédire les données de sortie à partir de nouvelles données d'entrée. Donc, je donne un exemple. Par exemple, on va dire on a envie d'être plus efficace sur la libération sur parole de détenus. Donc, on va rentrer les profils de détenus qui ont été libérés sur parole, pas libérés et quand. Et on regarde s'il y a eu des accidents après et s'ils ont récidivé. Le problème de ça, c'est que ça peut induire un biais qui est lié au comportement humain. Donc, l'exemple que je donne, c'est… Celui qui fait la recherche, en fait. Celui qui fait le modèle prend les données existantes et il se trouve que si, dans des quartiers défavorisés, des personnes dans des familles relativement peu aisées, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un éducateur ou accès à des aides, ont peut-être plus de chances d'être récidivistes que ceux qui ont été aidés. Et ça, la machine ne va pas le… C'est le biais, ça. Le biais va être là, mais c'est un biais qui est un biais humain. Le biais, il existe dans la nature. Donc, notre travail sociétal et humain, c'est de travailler sur les biais en amont et pas de dire que c'est la faute de la machine s'il y a ces biais. Alors après, on peut essayer d'induire des biais dans la machine, mais en faisant ça, on crée des faux biais, on crée des biais algorithmiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Si on ne va pas s'occuper de ces personnes qui ont des tendances et des risques, on peut dire à la machine, on va leur donner plus de chance, on aura le même problème en sortie. La machine ne fait que refléter et augmenter les problèmes sociétaux qu'on a à la base. D'accord. Merci. Alors, on a plusieurs questions parce que vous avez aussi commencé ça sur RGPD. Vous dites que c'est une excellente idée mise en place par l'Europe. Ne pensez-vous pas que c'est un lourd handicap vis-à-vis des autres pays hors Europe, car ces pays ne l'appliquent pas? Alors, oui, effectivement, c'est un comment dire, deux choses différentes. Il y a il faut pouvoir utiliser les données pour que nos champions puissent être au même niveau algorithmique que les autres. Il faut trouver des moyens de mettre en commun des données. Le RGPD, s'il est bien appliqué, il permet de protéger… Alors, souvent, je prends le verre d'eau. Ils savent tout de vous, sauf les 2 dernières gouttes de… Donc, ça permet normalement de protéger la vie privée de nos concitoyens. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on invente, comme il y a eu pour le GSM, les fournisseurs qui vont venir mettre un cloud privé de vos données, qui vont vous mettre le Gemini Cricket et qui vont vous donner accès à des algorithmes que j'expliquais sur les 3 E, qui vont vous permettre à vous de contrôler votre vie sans avoir… Mais si on fait rien, si on avait juste mis la norme GSM, on aurait du Motorola et on aurait AT&T et tous les autres qui seraient venus. Donc, il faut faire la norme RGPD et ensuite, il faut créer la commande de votre vie et il faut construire la prochaine vague d'IA qui est pour moi, c'est fournisseurs d'intelligence artificielle portative. Et donc, la question qui suit, bien évidemment, c'est est-ce que ces normes et ces réglementations européens, ne nous amènent pas finalement à voir qu'on a des titans technologiques aux États-Unis, en Chine et pas en Europe? Donc, quelle est votre réponse? Ma réponse, elle est très simple. C'est que la bataille d'avant a été perdue. Oui. La bataille d'avant, c'était quoi? C'était les moteurs de recherche. C'était le e-commerce tel qu'il est aujourd'hui à l'Amazon. Et c'était les télécommandes de votre vie avec les Apple. Et les réseaux sociaux. Elle est perdue. La bataille de demain, c'est que le consommateur reprenne le contrôle de sa vie, que les algorithmes soient mis à notre disposition. Donc, en fait, il faudrait que les États, les entreprises construisent des algorithmes qui vont être mis à notre disposition. Je vais vous donner des exemples. Et qu'ensuite, ce cœur de données qui est notre privé,
nos préférences restent protégées par l'individu, que l'individu par lui-même. Et à ce moment-là, vous voyez, vous verrez que vous allez faire disparaître. Je vais vous donner 4 exemples. Imaginez que demain, on ait cette IA portative, chacun, et vous décidez que vous mettez chauffeur. Vous êtes chauffeur. Chauffeur Uber, chauffeur, pas Uber, chauffeur. Je vais partir de la conférence. Mon IA portative sait que je pars à 22 h. Elle cherche dans le réseau des gens qui sont enregistrés chauffeurs, qui ont été vérifiés par la police, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une IA portative, elle peut donner la carte d'identité, on peut vraiment vérifier la personne. Il va savoir que j'ai besoin, on va se mettre d'accord sur le prix. La transaction, c'est une commodité. La carte, le trajet, c'est une commodité. Et vous voyez bien qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc en fait, dans le monde de demain, tel que je le vois, et que j'avais écrit... La désintermédiation. En fait, on va désintermédier des intermédiaires. Et ça, c'est la première chose. Les courses. Aujourd'hui, là on va faire un flashback. Les hypermarchés ont gagné la bataille parce qu'en fait, ils ont créé le choix. Donc, on a inventé la voiture. Alors maintenant, c'est le téléphone portable qui remplace la voiture. Il y avait la voiture. Vous prenez votre voiture, vous allez en périphérie urbaine, vous arrivez dans un centre commercial et là, vous avez le choix. Et donc, par rapport au petit commerce de proximité, vous avez ce choix incroyable, etc. C'est la même chose avec Amazon. C'est en fait, vous êtes emmené par votre téléphone dans un lieu qui a un choix incroyable. Mais imaginez demain que votre téléphone portable, votre IA portative, soit capable de screener tous les sites. Elle va vous acheter le lait et l'eau chez Carrefour, les fruits et légumes chez un autre, le truc bio chez un troisième, et tout ça va être géré pour être livré à la même heure par votre IA portative qui va gérer, parce que c'est impossible. C'est trop compliqué pour nous de gérer 12 sites en parallèle. Mais pour une IA portative normalement constituée, c'est bread and butter. Donc en fait, aujourd'hui, Amazon n'est qu'un énorme carrefour. C'est un lieu où on vient, ils nous connaissent, ils nous revendent les mêmes trucs, et c'est une solution de simplicité. Et demain, on pourra très bien refaire ce qui s'est passé pour les hypermarchés. Il y a des gens qui ont pris les rayons un par un, qui les ont sortis, avec des spécialistes. Je suis spécialiste du rayon meubles, je suis spécialiste du rayon électroménager, je suis spécialiste. Et ça sera faisable. Il va se passer la même chose pour Amazon qui s'est passé pour la grande distribution. Au point près, que tu as soulevé, qui est qu'ils ont une telle masse de cash, une telle vélocité, que ça va être plus long de les arrêter que ça a été de transformer la distribution. Est-ce que je vais reprendre la main pour une seconde? Je voudrais que tu nous parles un petit peu de la compétition entre les Chinois et la Silicon Valley. Qu'est-ce qui risque de se passer quand on voit la tension justement entre les États-Unis et la Chine, quand on voit aussi la rapidité du développement des Alibaba, Tencent, etc., les innovations chez eux comme dans TikTok, etc. Qu'est-ce qui risque de se passer? Comment vois-tu le futur de cette compétition entre ces deux titans? Ces deux régions de titans. En fait, on a deux titans géopolitiques avec un basculement macroéconomique qui, dans l'histoire de l'humanité, s'est toujours fait avec des guerres sous des formes différentes. Il n'y a eu que le basculement entre l'Angleterre et les États-Unis qui s'est fait sous forme d'une révolution ou d'une guerre civile. Donc, on a cette première tension qui est une tension purement de titans qui est réelle. Qui est réelle. On l'a vu ce matin où Joe Biden a parlé avec Xi Jinping et c'était assez violent alors qu'on pensait que Joe Biden serait plus calme. Plus calme. Deuxième niveau, on a ces titans technologiques avec deux blocs. Le bloc américain protégé, parce qu'il ne faut pas croire que l'Amérique est complètement ouverte, etc. Il y a un certain nombre de protectionnisme. Le Glass-Steagall Act fonctionne encore dans pas mal de domaines. Donc l'Amérique est protégée et la Chine a décidé d'avoir son mur de protection Internet qui permet de se développer. Après, le vrai enjeu entre les États-Unis et l'Amérique, c'est l'enjeu de l'imaginaire. L'enjeu d'imaginer les nouveaux modes de consommation. Les Chinois ont une chance, c'est qu'ils ont basculé. Ils travaillent avec un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de téléphones que d'ordinateurs. Donc, eux, ils ont l'habitude de travailler sur un petit écran. Et donc, la bataille, c'est de capturer l'attention du Chinois sur un écran de cette taille-là. Il faut savoir, juste je donne un chiffre pour que tout le monde comprenne, il est plus cher aujourd'hui d'acquérir un client sur un téléphone en ligne que de l'acquérir dans le monde physique. C'est-à-dire que la compétition est tellement intense que c'est moins cher de l'attraper dans un magasin. C'est pour ça que
Alibaba a racheté Suning et Auchan. Ah oui. Ils ont racheté des mondes physiques parce que ça leur coûte moins cher. L'attention d'un consommateur qui rentre dans un magasin ou dans une boulangerie, et ben là, vous pouvez l'attraper. Alors que là-dessus, il faut… Donc, ils sont en train de basculer sur les modes de consommation. Sur l'imaginaire, on en a parlé tout à l'heure, avant la réunion, ils ont commencé à avoir des auteurs de science-fiction qui prédisent le futur, comme Liu Cixin, donc qui font qu'ils sont en train de rentrer dans la notion d'une puissance capable d'avoir un imaginaire, alors qu'avant, ils étaient un peu comme le Japon, une puissance qui copiait. On passe à une puissance qui innove, et maintenant, on passe à une puissance qui imagine le futur. Et c'est là-dessus que nous sommes tous nés. Hein. Nous avons vécu dans un imaginaire américain, de films, d'histoires. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant, justement, de voir cette prééminence, que l'imaginaire maintenant se développe et que la Chine va pouvoir reprendre aussi dans ce domaine-là par rapport aux États-Unis? Je te conseille de relire mon excellent ouvrage sur la Chine. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine n'a jamais envahi personne de toute son histoire. Oui. La Chine, c'est l'empire du milieu. C'est la dernière civilisation-nation. Je pense qu'il faut que vous disiez, imaginez que Rome, ou la Grèce antique, alors plutôt Rome, existe encore en tant qu'empire. Imaginez le monde d'aujourd'hui, technologique, avec Rome toujours comme empire. La Chine, ça fait 6000 ans qu'ils sont sur le même modèle. Bon, les empereurs sont passés de jaune à rouge, mais c'est exactement le même modèle. Et donc, on ne peut pas comparer la Chine à un autre pays, parce que c'est la dernière civilisation-nation. Ils ne seront belliqueux que si nous le sommes, parce que paradoxalement, on se dit, si j'avais autant d'argent que les Chinois, autant de puissance technologique, autant de gens, qu'est-ce que je ferais? Je ferais la conquête du reste et des autres. Et donc, en fait, pas leur cas. Oui, mais en faisant ça, nous, on risque de les déclencher. Sauf Taïwan. Voilà, Taïwan, c'est parce qu'ils considèrent que ce sont des Chinois, mais c'est un autre sujet. Alors, je vais ramener un petit peu les questions vers celles de nos auditeurs qui dans la continuité de votre conversation, si on peut élargir un petit peu, prendre en compte les tendances démographiques et dire comment est-ce que ces tendances démographiques peuvent éventuellement impacter les titans, en particulier avec l'essor de l'Inde et de l'Afrique, d'autres pays, alors que les autres puissances dont on est en train de parler là vieillissent finalement. Donc, comment est-ce que vous voyez ça dans la politique internationale des titans? Bon, déjà, il y a une corrélation qui est démontrée entre la démographie et la croissance économique. D'un autre côté, je pense que l'enjeu qu'on va vivre dans les 10 prochaines années, c'est l'enjeu entre les États-Unis et la Chine, plutôt que l'Inde ou l'Afrique, qui seront des pays intéressants. Dans les 10 prochaines années. Oui, 10 voire 20. L'enjeu, ça va être de savoir comment l'Amérique va accepter d'être potentiellement plus petite que la Chine, et comment nous, Européens, on va trouver notre place dans ce dispositif, puisque je vous rappelle qu'en fait, on a vécu des 30 glorieuses, on a vécu la période avec nos amis américains, et que les Chinois nous ramènent dans un monde bipolaire, et nous, on n'a pas encore trouvé nos marques. Voilà. Je pense que c'est là qu'il faut porter attention. L'Inde a un certain nombre de vrais challenges. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ça pour ces autres pays, justement? Si tout se joue entre la Chine, les États-Unis avec l'Europe, qui cherchent sa place entre les deux, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour l'Afrique? C'est une question qu'on nous pose aussi. C'est quoi l'impact pour le développement d'Afrique dans ce contexte? Je peux faire Joker? D'accord, très bien, pas de problème. Moi, je pose Alors, une autre question intéressante sur l'évolution des titans. Est-ce que là, la distinction que vous faites entre les titans technologiques et géopolitiques ne va pas être amenée finalement à se réduire et en fait à avoir, là c'est la question, est-ce que les titans technologiques ne vont pas finalement utiliser ce géopolitique pour développer leur c'est ce que je disais dans les exemples, c'est en fait, alors je vous conseille de relire la Titanomachie, ils s'étaient fait d'alliances, de mésalliances et de trahisons, et en fait ce qu'on voit c'est que je vais donner l'exemple de Google avec Trump, à qui on demande d'attaquer un titan technologique chinois pour attaquer la Chine, de Facebook qui demande de l'aide contre TikTok. Donc, on va avoir ces alliances, naturelles ou pas naturelles. Et on peut imaginer de voir un jour une alliance entre un titan technologique chinois et un Américain qui essaie de fusionner pour faire la passerelle. Parce qu'aujourd'hui, les mondes étant séparés, il faut quand même que vous voyez aujourd'hui que moi qui vis en Chine et qui voyage beaucoup entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, c'est que les passerelles ont été coupées.
la Chine a été fermée, en fait. Donc, la Chine est un marché immense où les entrepreneurs font beaucoup de business, mais le marché américain leur a été fermé. Et pour les Américains, le marché chinois leur a été fermé. Donc, il va y avoir des titans qui vont chercher à trouver des alliances entre eux pour justement ne pas se retrouver dans le conflit entre les nations. Parce que pour un titan technologique, il n'a aucun intérêt à ce que les consommateurs disparaissent. Donc, la guerre politique, économique et commerciale entre deux titans géopolitiques n'est pas du tout dans l'intérêt d'un titan technologique. On le voit maintenant, on le voit en ce moment, ce qui se passe avec Huawei. Ouais. Alors, j'ai un groupe de questions qu'il faut que je vous pose. Désolée, hein, j'ai un groupe de questions sur l'environnement. Bon et les accords de Paris dans tout ça. Donc, quand vous avez fait votre présentation, vous avez dit on met tout ça de côté pour l'instant. Vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps là-dessus? Quelle est la place de l'urgence climatique, de l'environnement dans ce modèle? Voilà, donc j'ai un groupe de questions de nos auditeurs là-dessus. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça nous ramène à Gaïa, la Terre. Donc, on reboucle un peu avec nos titans. Sur l'environnement, et j'avais échangé avec Al Gore sur le sujet, on a exactement le problème opposé au problème de l'IA. On a que chacun d'entre nous, individuellement, on veut vivre dans un monde propre, longtemps, non pollué et en bonne santé. Ça, c'est individuellement. Vous demandez à n'importe quelle personne, il va vous dire oui. Le problème, c'est que collectivement, personne n'est capable, en leadership, de prendre la décision du coût collectif. Ouais. Donc, en fait, on est sur un sujet qui est paradoxal, c'est que tous les êtres humains de la planète sont prêts à voter pour que ça soit fait, mais que les instances micro, macro et internationales sont incapables, à part de faire des grands accords, de se mettre d'accord. Alors, on a vu la Chine qui a commencé à vouloir être zéro émission, les accords de Paris, donc ça bouge. De toute façon, la tendance lourde, c'est qu'on doit traiter ce problème. Ouais. Petit corollaire au sujet annexe, mais qui n'est pas annexe, c'est qu'avec les taux d'intérêt négatifs, on est aujourd'hui capable, on serait capable de prendre 100 milliards, 1000 milliards. Elon Musk prend des sommes monstrueuses pour transformer l'environnement. Et on serait capable au niveau français de faire ça pour rendre notre pays, non pas attractif d'un point de vue purement financier et économique, mais un pays attractif en termes de vivre avec de l'eau, qui est déjà de la qualité de la vie, qualité de l'air, qualité de la vie, qualité de l'environnement dans lequel on vit. Et longévité, derrière, le système de santé. Ça, c'était. Alors, je fais un petit parallèle sur l'IA, parce que l'IA, c'est exactement l'inverse. L'IA, c'est que collectivement, il est évident que si on a des modèles algorithmiques qui vont aider les docteurs à être plus efficaces, aider les voitures à avoir moins d'accidents, aider, etc., on aura moins de morts, on aura moins d'impact collectif. Par contre, individuellement, tout le monde a peur. Ah, ça veut dire quoi pour moi, mon travail, mes enfants, et donc, la surveillance, etc. Et donc, en fait, on est dans deux systèmes où le collectif et l'individuel devraient se rejoindre. Ouais. Et on n'a pas trouvé la passerelle. Et pour moi, la passerelle, on en parlait juste avant. Qu'est-ce qui nous manque? C'est le leadership. C'est qu'à un moment donné, dans les nouvelles règles du jeu, et c'est ce qu'on voit avec ces leaders, les Bezos, les Elon Musk, il est possible pour un leader géopolitique de prendre des vraies décisions sur l'écologie, sur la France, qu'est-ce qu'elle doit être demain, quelles sont les caractéristiques et qu'on se donne les moyens. Puisqu'en fait, aujourd'hui, tout est finançable. Oui. Donc, c'est l'opportunité d'investir. La fenêtre de tir, elle est maintenant. Cet argent ne doit pas être dépensé pour faire des choses autres que rassurer nos concitoyens dans la transformation qui vient et donner une direction sur ce que doit être la France et l'Europe, parce que la France ne pourra pas faire. C'est ça le rôle du leader, justement. Puisque les moyens sont là. C'est toi qui en es le professeur. Non, mais dans une maison comme celle-ci, on devrait être très, très, très attentif au développement du leader dont on a besoin. Avec les nouvelles règles du jeu capitalistique dans lequel nous sommes. Et donc, une autre question qui est de dire, bon, bah, du coup, si ça n'arrive pas, est-ce que finalement, la fin ou la fragmentation des titans, ce n'est pas en fait le dérèglement climatique et la perte de biodiversité qui nous y conduit? Alors, je n'ai pas sûr à comprendre la question. C'est que cette perte de biodiversité et climatique va tuer les titans ou c'est que les titans qui vont nous emmener là-dedans? Qui en fait, qui les font s'arrêter de par les crises. Les titans, c'est très simple. C'est ce que j'ai écrit dans une des planches et dans le livre. Ce sont des machines algorithmiques. Donc, ils vont épuiser le système jusqu'à ce que le truc s'arrête. Donc, c'est ni eux qui vont être arrêtés par l'écologie,
Pour moi, c'est un sujet qui est déconnecté. C'est qu'est-ce que nous voulons en tant que citoyens, dans quel pays on veut vivre, et est-ce qu'on est prêt à payer le prix collectif? C'est ça. Et est-ce que si le leader dit je vais dépenser, mais pas 1 milliard, des sommes significatives, sur 5 à 10 ans, est-ce qu'on est capable de faire tous ensemble? C'est le vrai sujet de l'environnement. Et le sujet du moment, en plus, l'opportunité du sujet du moment et de l'environnement. Voilà. Alors, sur une des réponses donc, présentées plus avant sur le revenu universel, la question est, est-ce que ce revenu universel n'est-il pas inéluctable pour apporter une réponse pérenne aux déclassés de la classe moyenne? Je la formule comme elle est formulée. Si. Tout le monde converge vers le fait que si on n'arrive pas à redistribuer ces richesses dans une phase de transition… Et le revenu universel devient à ce moment-là une solution. C'est une solution de transition. Mais il faut d'abord savoir où on va, quel monde on veut construire. Donc, ça revient au leadership. Et ensuite, il faut construire des leaders technologiques derrière. Et puis ensuite, on ne peut pas rester dans ce modèle-là à l'infini, quoique certaines personnes pensent qu'on pourrait y rester très, très longtemps. Peut-être un sujet de conversation à reprendre avec Alexandra sur le futur du travail dans notre prochaine session, d'ailleurs. Une autre question, on en a parlé avant. Je la ramène, sur le tapis maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de d'autres modèles d'entreprise dans ce système-là, comme les entreprises à mission, les entreprises à purpose, et juste pas celles qui cherchent à faire du profit pour le profit? Quel est leur rôle dans cette transition éventuellement? Alors, je suis convaincu que de toute façon, on va vers un monde, on va devoir gérer l'environnement, on va devoir gérer le sociétal, on va devoir gérer les écarts de richesse. Si on ne le gère pas, on va dans ce que disait Asimov, c'est-à-dire la violence. Et la violence, c'est incontrôlable et c'est quelque chose qui est horrible, qu'on n'a pas connu depuis très longtemps, mais qui est possible et pas très loin. Donc, on est obligé de faire ça. Après, la question, c'est qu'il ne faut pas être trop en avance sur son temps. Moi, je pense qu'il faut progresser sur ces dimensions-là. J'ai un peu peur que certaines entreprises aillent trop loin et en fait, on est obligé de rester connecté au capitalisme. On ne peut pas décider de se déconnecter. Il y a des entreprises extraordinaires, on en a parlé tout à l'heure au dîner, qui ont été capables de satisfaire leurs clients, leurs salariés, faire des profits pour leurs actionnaires et faire du bien pour la planète ou faire du bien pour leur environnement. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut tenir. Et les meilleures entreprises, c'est celles qui arrivent à faire ça sur 10, 20, 50, 100 ans. Et se dire un matin qu'on va être celui qui va être à la pointe d'un sujet, il faut vraiment avoir des réserves financières, il faut vraiment avoir des réserves économiques que peu d'entreprises ont. C'est du long terme. C'est du très long terme. Ça, c'est un chemin difficile pour arriver à trouver l'équilibre. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas les citer. D'accord. Alors, on est en train de conclure, donc j'ai gardé ces questions-là pour la fin. Très bien, j'ai une question. Il y a beaucoup de questions, mais j'essaie de les regrouper. Je sais, et on nous a dit que ça aurait été mieux de toutes les dire, mais en fait, il y en a tellement que j'essaie de les regrouper. Plus tard par mail. Alors, on a tout un groupe de questions sur « And now, so what ?» Comment est-ce qu'on atterrit? Qui est-ce qui peut décider de changer les choses? Est-ce que ça demande un changement de notre modèle démocratique? Et finalement, je garde celle-là pour la fin. Et après tout ça, qu'est-ce que je raconte à mes enfants? Comment je leur permets de se prendre par le fait. Ouais, mais je pense que… Bon, c'est une bonne question. Je vais prendre dans le désordre. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux, trois data points. Trois points. Le premier, c'est qu'on n'a jamais arrêté aucune technologie, même la plus dangereuse pour l'humain. Donc, en fait, on ne peut pas se dire qu'on va arrêter les choses. On n'a pas arrêté le nucléaire. C'est pas un choix. On n'a pas arrêté les armes biologiques. On ne sait pas très bien si on n'est pas en train d'en vivre une. On ne les a pas arrêtées. Donc, l'être humain continue à progresser technologiquement. Il va essayer de vivre éternellement. Il va essayer d'aller sur Mars. Il n'y a pas de limite. Donc, si on essaie de bloquer le système technologique, on va juste se faire broyer. Est-ce qu'on peut ralentir? Est-ce qu'on peut faire des moratoriums? Oui. Non, après, on a toujours été capable de gérer. C'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que sur tous ces éléments-là, on a toujours trouvé des solutions collectivement. Parce que l'être humain a quand même ses capacités sur le nucléaire, sur les armes biologiques, sur d'autres sujets, à se trouver des points d'équilibre.
En tout cas, non. Pour l'instant, on n'a pas eu une guerre nucléaire. On est passé tout près. Pas sur l'environnement, en tout cas, on n'a pas trouvé encore de solution. Alors, donc, tout ça pour dire que moi, je suis optimiste sur l'être humain, dans sa capacité de progrès, dans sa capacité à éviter le pire. Je crois que tu veux pas d'accord. Mais pour l'instant, les faits me donnent raison. Non, mais c'est vous l'invité. Hein. C'est toi l'invité. Les faits me donnent raison pour l'instant. Par contre, que tout le monde comprenne que les règles du jeu ont changé. Qu'on est en taux d'intérêt négatif et que ça va continuer. Qu'on a une déflation technologique. Que la technologie va continuer à s'accélérer. Que ces titans technologiques, ceux-là ou des nouveaux, vont apparaître et ils seront là. Et vous avez parlé du modèle démocratique. Le vrai sujet du modèle démocratique, ce n'est pas ça. C'est aujourd'hui, des titans géopolitiques émergent sur des thèses non démocratiques, dans des mondes démocratiques. Donc, ce n'est pas la démocratie, c'est le point que j'avais soulevé, c'est les faits, revenir à la vérité, comment on arrive à naviguer entre le faux et le vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Comment on explique? Et donc, par rapport à votre question, par rapport aux enfants, c'est comprendre, c'est ce que j'ai mis, c'est mon premier slide, c'est visualiser le monde dans lequel on vit, agir, je suis désolé d'être un peu personnel, mais individuellement d'abord, malheureusement. Chacun doit se dire, qu'est-ce que je dois faire moi pour progresser, pour opérer, et après, agir collectivement. Et tu n'as pas beaucoup parlé de l'éducation, tu n'en avais pas parlé. En fait, l'éducation joue un rôle considérable. Comment on peut... C'est clé. L'éducation, c'est clé. Je suis d'accord avec toi. Ah bon. Et ça met quand même beaucoup de responsabilités sur les individus, ça, ce modèle. Non? Nous vivons dans un modèle qui s'est très individualisé. Et c'est pour ça que, je reviens au sujet des leaders, il faut éduquer nos enfants, les former, nous éduquer de manière permanente, parce que le monde change. C'est plus une séquence où j'apprends, je travaille, je fais du... Non, c'est complètement mélangé. Il faut qu'on travaille tous à faire émerger des consensus collectifs, parce que le sujet de l'environnement, il n'est pas... tout le monde dit oui, oui, comme ça, dans cette conférence, mais quand on va mettre les chiffres sur la table, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est un changement de comportement, c'est un impact, et puis c'est un risque de déclassement compétitif de la France ou du pays dans lequel vous êtes si les autres ne le font pas. Tout à fait. Donc il y a un coût du carbone, de ceux qui payent le carbone et ceux qui ne payent pas. Et ensuite, c'est un vrai sujet de leadership. En fait, il faut et j'y crois moi, que des leaders émergent. C'est dans les périodes les plus difficiles que les leaders émergent. Ce n'est pas les périodes les plus faciles. Donc. Et il faut aussi qu'on les aide, qu'on choisisse ces leaders pour qu'ils ne soient pas des titans géopolitiques malfaisants. Merci. J'aime bien l'optimisme que tu as. On en a besoin parce que le tableau quand même que tu dresses n'est pas sans inquiétude. C'est l'évolution des algorithmes qui vont nous utiliser nos données pour en faire de l'argent, utiliser un petit peu ce qui nous est propre et le monétiser pour leur développement dans une période où l'argent est finalement facile. Ça risque de nous emmener dans un environnement où on sera tout à fait sous surveillance en permanence. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose dont on... Alors, juste là-dessus, on arrive au timing, on a fini. Oui. J'arrive à mon sujet qui était dans le livre précédent sur l'intelligence artificielle portative. C'est ça qu'on doit avoir. Oui. On ne doit pas aller vers l'algorithme qui nous utilise. Oui. On doit être vers l'algorithme que nous utilisons. C'est ça qu'on doit faire. Il faut aller de la télécommande de votre vie à la commande de notre vie, que ce soit pour les algorithmes ou l'environnement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la commande. Donc, si on doit faire des investissements technologiques, des investissements politiques, c'est pour nous redonner la main. Et ce n'est pas pour essayer d'éliminer les titans d'avant. Mais il faut qu'on s'efforce, nous, de prendre la main. Il faut que chacun d'entre nous... Chacun et collectivement. Et collectivement aussi. On a dépassé. Oui, on a dépassé le temps. Ouais. Je voulais te remercier d'avoir bien voulu, avec ton rythme chargé, tes responsabilités, de venir un soir réfléchir avec nous, nous aider à réfléchir et certainement nous donner matière à penser. Et puis, je voudrais remercier aussi Catel, bien sûr, parce que cette capacité à capturer les questions et à les reposer, ça, c'est très précieux. Et puis, il y a toute l'équipe technique qu'on ne voit pas, mais qui est là derrière et qui m'a permis de Anna, Julia, Feriel et vous, Raphaël, et tous ceux qui sont là pour réussir cette soirée. Donc, rendez-vous dans 3 semaines, le 4 mars,
pour Alexandra Roulet sur les problèmes de l'emploi et du travail. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci.